Mesdames et messieurs, distingués invités, chers membres de la société civile de l'éducation, bonjour. Nous sommes ravis de vous savoir nombreux dans cette merveilleuse salle de Terboka de CEPAS. Et nous vous rappelons que nous sommes ici, c'est pour prendre part à ce dialogue communautaire organisé par la Coalition nationale de l'éducation pour tous, Connect RDC, sous le thème problématique des frais scolaires payés par le ménage et mise en œuvre de la politique de la gratuité de l'éducation de base à RDC. D'autres sujets seraient aussi évoqués au cours de ces dialogues communautaires, notamment les phénomènes Mambongo dans les écoles ou commerce dans les écoles, la mutuelle de santé des enseignants et les conflits de compétences entre le ministère de l'EPSP et celui de la formation professionnelle, métier et artisanat. Et comme vous le savez, ce dialogue se tient à cette journée symbolique du 5 octobre où l'humanité entière est en train de célébrer la journée mondiale des enseignants. Voilà pourquoi nous allons certainement aborder la question relative aux conditions socio-professionnelles des enseignants. Mais pour développer toutes ces questions ici, nous avons en face de nous quelques invités que j'invite à se présenter tout en commençant du côté gauche. Vous avez la parole. Présentez-vous s'il vous plaît. Merci, c'est M. Serge Bondedi. Je suis le secrétaire général de Young Men Association for Education, un partenaire éducatif allié de la Connect. Merci. Et coordonnateur de la campagne École Les Amombongote. Merci. Bien, moi je suis Jacques Chimbalanga. Je suis le coordonnateur national, bien entendu, de la Coalition nationale pour l'éducation pour tous, Connect RDC. Moi je suis Don Boscombo, secrétaire exécutif national de l'Observatoire indépendant de l'éducation. Ok, bien sûr, vous les avez suivis tous. Mais pour aussi animer ce dialogue, j'ai à mes côtés des concerts journalistes que je demande de se présenter. Je suis Mami Tchela de la radio Top Congo FM. Irène Mankindo de la RTBS 1. Derrière moi aussi, il y a, vous constatez, tout un groupe là, des journalistes, des collègues membres du réseau des journalistes de l'éducation. Au micro, pour guider ce débat, c'est votre humble serviteur Benoît Moutiaï. Je suis le coordonnateur du réseau des journalistes de l'éducation et journaliste à la télévision Saint-BDG. Alors pour commencer, nous introduisons cette émission avec la question de la prise en charge des enseignants par les parents. Pour la petite histoire, tout était parti du fait que les enseignants vivant dans une situation d'impayement prolongé, comme tous les autres fonctionnaires, cela a fait de l'année 1992-1993 une année blanche. C'est ainsi qu'à l'initiative du cardinal Etsou, un certain 8 juillet 1993, une assemblée générale des enseignants et des parents d'élèves s'était tenue à la paroisse Saint-Joseph de Matongue à Kinshasa avec pour objectif de faire accepter de tout cœur la prise en charge de parents par les parents de la scolarité de leurs enfants. Après concertation, les enseignants ont repris les cours moyennant paiement par les parents d'élèves d'une contribution du versement appelé prime d'encouragement, frais de transport ou frais d'intervention ponctuelle pour les personnels et ajouter à cela le frais de fonctionnement de scolarité. Mamichela. Cette option a comme conséquence aujourd'hui la persistance du phénomène prise en charge des enseignants par les parents et la brèche ouverte par les autorités qui donnent la possibilité aux gestionnaires des écoles de fixer certains frais après concertation avec les parents donne lieu à plusieurs dérapages dans les écoles. Et il s'est de rappeler que l'État donne aux écoles secondaires publiques 45 000 francs congolais comme frais de fonctionnement par mois, ce qui ne permet pas aux écoles de bien fonctionner. Et on va prendre pour exemple dans le Tanganyika, dans la ville de Kalemi. Tanganyika est une province issue du démembrement de l'ancienne province du Katanga. Et dans cette province-là, chaque élève du secondaire et des humanités est tenu de payer 4 500 francs congolais par trimestre comme frais de fonctionnement dans les écoles parce que l'État ne donne rien dans ces écoles pour
faire fonctionner les écoles. Voilà, après tous ces tableaux sombres que nous venons de tracer, l'historique de là où vient aujourd'hui le phénomène de la prise en charge des enseignants par le parent, Jacques Timbalanga, nous commençons par vous. Vous êtes coordonnateur de la Coalition nationale de l'éducation pour tous. C'est la question qui vous préoccupe beaucoup plus. Mais aujourd'hui, 1 mois après la rentrée scolaire, pouvons-nous savoir la situation de l'enfant congolais dans les différentes écoles publiques? Merci beaucoup Benoît, merci Mamichela, merci beaucoup toute la corporation de la presse qui est là. La question que vous me posez aujourd'hui, 1 mois après la rentrée scolaire, quelle est la situation de l'enfant dans les écoles au regard notamment de la problématique des frais de scolarité payés par les ménages dans les différentes écoles? Nous l'avons dit lors de nos précédentes interventions, quand on analyse, et nous avons eu le temps de faire le tour d'au moins 15 provinces, notamment les provinces où la coalition nationale est implantée, il se dégage de manière générale que la rentrée scolaire a effectivement eu lieu, mais avec beaucoup de difficultés de part et d'autre. À l'Est, par exemple, il y a des coins où la rentrée scolaire a été perturbée du fait de l'insécurité, et on le vit encore aujourd'hui. Les enseignants sont obligés de déserter les écoles, les enfants sont obligés de se déplacer pour éviter notamment des cas ignobles qui sont en train qui arrivent. Mais de manière générale, beaucoup d'enfants ne sont pas rentrés et ne sont rentrés que timidement après, parce que, bien entendu, le poids des frais payés par les ménages, exigés par les écoles avant que les enfants n'arrivent et atterrissent dans les salles de classe, continue à peser lourdement, surtout dans les coins les plus reculés. Comme vous le savez, le pouvoir d'achat des citoyens membres de la communauté nationale n'est pas le même quand on est dans une ville, mais également lorsqu'on est en campagne. En campagne, dans les milieux ruraux, bien souvent, les gens arrivent même à payer les frais par troc, faute d'avoir les moyens. Mais il y a également dans d'autres milieux où, même quand on demande 5 000 francs, il se révèle que les parents sont dans l'impossibilité de payer. Nous avons eu à circuler dans la ville de Kananga, le premier jour de la rentrée scolaire, dans la ville de Kananga déjà. Certes, la rentrée scolaire n'a pas été perturbée, mais beaucoup d'enfants étaient absents. Et dans la rencontre que nous avons eue avec les enfants, c'est que bien souvent, c'est des enfants qui ont été victimes du phénomène Kamwenan Sapou et ils sont partis, ils se sont déplacés, mais en revenant, les parents sont pauvres parce qu'ils ont tout perdu. Mais c'est à ces parents-là qu'on demande de payer les frais de scolarité pour que les enfants rentrent à l'école. Et on a vu les enfants qui étaient là, ils sont venus se promener à l'école, mais pas pour rentrer dans les salles de classe, parce qu'ils n'avaient pas d'uniforme et ils se gênaient d'entrer. Ils se disaient, bon voilà, nous ne sommes pas encore prêts et les parents n'ont pas encore payé l'argent, nous ne savons pas rentrer. Et ces cas-là sont légion. À Kinshasa, la même chose. Et donc vous comprenez que, de manière générale, aujourd'hui, la question des frais de scolarité, dans notre jargon, nous, coalition, aujourd'hui, nous disons que c'est la pire forme d'exclusion des enfants dans le système scolaire. Si nous avons donc quelque chose, un moyen qui nous permet de fermer la porte de scolarité aux enfants, qui permet à l'État congolais de continuer à fermer les portes de scolarité aux enfants, c'est justement le maintien des frais de scolarité que l'on est en train de payer dans l'école, à l'école, aussi bien primaire qui est censé être gratuit et obligatoire qu'au niveau de l'éducation de base, mais pire encore que lorsque l'on fixe les frais de scolarité, on y met tout. Tous les besoins que l'État doit en réalité supporter retournent sur les parents
Et même quand les parents ont la volonté d'envoyer leurs enfants à l'école, ben, on ne peut plus, on peut chasser autant que l'on veut. Les enfants sont en train d'arrêter leur scolarité. Et donc, aujourd'hui, si nous pouvons faire un bilan un mois après la rentrée scolaire, nous pouvons dire que la rentrée scolaire a été timide au début, mais aujourd'hui, c'est une effectivité, c'est vrai, mais il y a encore beaucoup d'enfants qui manquent à l'école. Jacques Chimbalanga, je vais encore une fois revenir à vous, mais ensemble avec la question autour de cette problématique de frais de scolarité, il y a aussi un phénomène, la marchandisation de l'éducation. Nous allons marcher ensemble avec ces deux questions, ces deux phénomènes. Je tiens d'abord rappeler que le 6 décembre 2016, la Coalition nationale de l'éducation pour tous a lancé publiquement son appel contre la marchandisation de l'éducation en même temps que plusieurs autres mouvements de la société civile au niveau du monde entier. Et cet appel avait pour vocation d'alerter le pouvoir public, mais également les acteurs de la société civile, de le sensibiliser bien sûr aux dangers inhérents au processus de marchandisation de l'éducation. Aujourd'hui, cet appel contre la marchandisation de l'éducation a requis la signature de 302 organisations signataires, plutôt originaires des 38 pays de l'espace francophone, dont 41 en République démocratique du Congo. Vous continuez toujours à crier juste. Au jour d'aujourd'hui, Jacques Chimbalanga, on dirait que votre appel n'a pas obtenu gain de cause. Eh bien, vous savez, c'est justement pour ça que nous sommes en train de continuer le combat. Pour nous, c'est une bataille. L'école a une mission. La mission de l'école, c'est de transmettre le savoir aux enfants. La mission de l'école n'est pas de devenir une entreprise qui crée les bénéfices, une entreprise qui crée le profit. Et donc, aujourd'hui, tout le monde devrait revenir au bon sentiment. Et gestionnaire d'école, il n'y a pas que l'État dans cela. Il y a les confessions religieuses, mais également des privés comme tels. Et si l'État se met également dans ce champ-là, ça devient dangereux. Je rappelle que l'État est le premier, doit être en réalité le premier défenseur du droit à l'éducation. Mais que l'État soumette l'école à la culture du commerce, ça devient dangereux et c'est soumettre les enfants dans la pâture et c'est justement une manière de contribuer à la violation massive du droit à l'éducation de l'enfant. Voilà pourquoi nous disons que l'appel contre la marchandisation de l'éducation continue et nous allons l'accentuer davantage pour que finalement on comprenne que l'école n'a pas pour mission de faire le commerce, mais l'école a pour mission de transmettre le savoir aux enfants et rien d'autre. Irène Mankintou, vous avez une question. Merci Benoît. Je reviens à Jacques, mais maintenant je pose la question à Serge Bondedi. Vous avez eu à parcourir plusieurs écoles dans le cadre de votre enquête campagne, école des Ambombongoti. Vous êtes où maintenant par rapport à votre enquête? Quels sont les résultats? Oui, merci beaucoup pour la parole. Je tiens à féliciter la Connect pour cette unième initiative dans ces combats pour la promotion et la défense de l'éducation. Et ceci est une interpellation surtout pour les autorités qui doivent respecter les engagements parce que sans l'éducation, il suffit de circuler à Kinshasa, vous avez affaire aux chauffeurs sans culture, sans le savoir-vivre qui s'insultent. Et nous avons aujourd'hui des phénomènes tels que Oudjana parce qu'il y a le faiblesse dans le système éducatif. Effectivement, nous avons fait des descentes dans les écoles depuis l'année passée qui a abouti à la production des rapports. Et ces rapports confirment de manière certifiée la commission des actes du monnayage dans les écoles. Et toutes ces commissions sont organisées. Donc, nous avons démontré qu'il existe des réseaux qui entretiennent le marchandage, comme le cordon a dit, que nous aimons beaucoup plus parler des mombongo dans les écoles. Et c'est là, surtout, malheureusement, un constat qui vraiment nous met mal à l'aise, surtout dans le réseau des confessions religieuses. Or, nous savons que l'Église a un engagement social
dans l'œuvre du social, c'est-à-dire soutenir l'éducation. Mais lorsque vous trouvez, je vous cite un exemple, il y a les cas de la vente des uniformes dans les écoles. Le calendrier scolaire, surtout pour l'édition de l'année scolaire en cours, en son point 9 ou point 3, dit que la vente des uniformes par contrainte est interdite dans les écoles. Et puis les règlements ajoutent pour dire que la vente des t-shirts, des logos, ainsi de suite. Mais malheureusement, nous avons découvert des grands réseaux d'écoles qui imposent la vente des t-shirts à 12 $. Et c'est très bien structuré au niveau de la coordination jusqu'aux écoles. Et on impose cela aux enfants. Est-ce que vous avez des preuves? Ce ne sont pas des spéculations. Nous avons des preuves. Si vous êtes prêts, je peux vous citer les écoles. Nous avons les écoles conventionnées catholiques. Je vous cite l'Institut Monseigneur Bokel, plutôt, Kiamatonge, Moké. Vous avez le collège Bosembo. Pratiquement toutes les écoles conventionnées catholiques à Kinshasa, les t-shirts coûtent 12 $. C'est la vérité. Le t-shirt coûte 12 $. Lorsque nous avons fait la dernière dénonciation du lycée Kimwenza, il y a eu une mission d'enquête des inspecteurs. Nous avons salué, c'est bien, c'est quand même un pas. Quand les gens commencent à comprendre la démarche, il y a eu une mission d'enquête sur place. Et hier jeudi, Madame le préfet a tenu un rassemblement à la recherche du parent qui a porté à la place publique cette dénonciation. Vous avez des écoles où on vend la tenue de gymnastique. Je peux vous citer le lycée Madame le Sévigné, qui appartient à un député censé veiller au respect des textes. Nous comprenons, c'est une culture, le cordon a fait, vous avez fait l'exposé depuis 1993, mais nous voulons qu'il y ait des changements de comportement. Serge, est-ce que toutes ces questions ont été portées à la connaissance des autorités Oui, par leur... depuis 2018, nous avons remis au ministre de tutelle, M. Gaston Moussemena, le rapport de la campagne. Et la suite? Jusque-là, nous n'avons pas encore une suite palpable. Voilà pourquoi nous avons saisi aussi la CONEPT, parce que quand on est seul, on est faible, mais quand on est plus, on est fort, de manière en sorte que nous puissions accentuer la pression afin d'avoir de bons résultats dans ce que nous décrions aujourd'hui. Serge, on peut dire que l'arrêté du gouvernement de la ville province de Kinshasa fixant le montant à payer dans les écoles n'est pas respecté concrètement. Oui, l'arrêté n'est pas respecté, fort dommage encore. Et ici, c'est aussi l'occasion d'interpeller les parents. Et surtout que je crois le 7, c'est la date officielle de la tenue des assemblées générales. Le 6, 6-7. Le 6 et le 7. C'est la date, ce sont là les deux dates pour la tenue des assemblées générales au niveau des écoles. Nous avons remarqué qu'il n'y a pas respect des textes dans les écoles dans la procédure de fixation de frais de scolarité. Puisque la gestion de l'école est d'une manière ou d'une autre décentralisée et consensuelle, parce que ça implique, ça nécessite l'implication surtout des parents au stade actuel, mais nous dénonçons l'attitude opaque des parents. Les parents qui ne savent pas dire non, même aux choses que la loi leur donne l'autorisation de refuser. Et nous demandons si ce sont des vivres frais qui rendent les parents dans cette manière opaque. Donc, qu'est-ce que l'arrêté du gouverneur dit? L'arrêté du gouverneur donne les montants. Mais il y a un problème qui pose un sérieux, permettez la tautologie, problème. Le frais de motivation des parents. Si vous prenez l'école primaire à Kinshasa, d'abord il faut soulever la démarcation. Au niveau national, c'est 3 700 francs, tous les frais compris. Au niveau provincial, le primaire, c'est 20 200 francs. Mais vous êtes dans une école où les frais coûtent la motivation en question 400 $.
Je vous cite l'Institut Monseigneur Bokeléale où l'école primaire avoisine 920 $. Maintenant, vous allez vous demander, qu'est-ce qu'on a fait pour quitter de 20 200 francs à 920 $? Et dans la même école l'année passée, nous avons dénoncé l'opération banc où on demandait aux parents 15 $ pour la fabrication des bancs alors qu'ils payaient déjà trop cher. Parce qu'on impose aux parents des montants. Et les parents ne savent pas qu'il est prévu une procédure pour fixer ces montants-là. Et aujourd'hui, pour se joindre à la CONEP, puisque cette motivation des parents est la cause des problèmes, il faut arrêter avec cette motivation des parents. Serge, nous allons revenir chez vous bientôt là. Et nous rappelons aussi à l'auditoire que c'est un dialogue communautaire. Ce ne sera pas seulement ces 3 panélistes qui vont intervenir, mais nous allons aussi bientôt là passer la parole à l'auditoire pour récolter aussi vos préoccupations, parce qu'il s'agit d'un dialogue. Mais avant d'arriver chez vous, permettez-nous d'évoluer d'abord. Je passe la parole à Mme Michela. Monsieur Bosco, je m'adresse à vous avec tout ce que nous venons de suivre. Pensez-vous que la gratuité de l'enseignement décrétée par le gouvernement depuis le 30 juin 2010 peut être effective? Oui, merci madame. La gratuité doit être effective. C'est une obligation morale. Le gouvernement congolais est en train de faire des promesses sans réalisation. Donc c'est depuis longtemps que l'État congolais parle de la gratuité et le comportement des gens qui nous gèrent va au-delà de la gratuité. On ne peut pas dire la même chose de son contraire. On ne peut pas parler de la gratuité parce que l'autre fois, il y a un homme d'État dont j'étais le nom, il avait une autre explication de la gratuité. Donc pour lui, la gratuité, c'est payer une partie des frais. Or, nous savons que la gratuité ne peut signifier que ce qui est gratuit, c'est zéro. Zéro likuta ou 0 francs. Mais le gouvernement dit que gratuité, c'est suppression des frais de Minerval. Ils reviennent à 100 francs, 200 maintenant. C'est ce que le gouvernement dit. Mais quand on veut dire de s'en ailleurs, qu'est-ce qu'on fait? On est en train, symboliquement, ça coûte moins. Mais effectivement, ça coûte très cher. Moi, je pense que l'État congolais, nous de la société civile, comme nous sommes ici, c'est pas pour qu'on a créé ces dialogues. Les dialogues communautaires ont comme rôle de dire les choses autrement. Parce que nous ne pouvons pas du tout laisser dans les discours de gouvernants gratuité, ainsi de suite, alors que ça n'existe pas. Il faut qu'on se mette debout. Nous devons réagir. Il faut qu'on dise non, non et non. C'est vrai que Kinshasa, Lubumbashi n'est pas encore concerné, mais dans d'autres provinces, quand même, la gratuité a déjà été instaurée. Avez-vous une idée de son application sur le terrain? Comment ça se passe? Je ne pense pas qu'on est dans une province, la gratuité qui s'applique. Si au niveau de la capitale, les choses ne semblent pas marcher, je ne pense pas qu'en province. En province, il y a beaucoup de choses. Le système éducatif congolais est en péril. Et nous devons sauver ce système-là. Sinon, nous allons regretter. Donc, nous devons nous mettre debout et dire non. Parce que, imaginez-vous, on est en train de parler de la gratuité. Pour aller mener la gratuité, et même ceux qui sont au pouvoir sont complices. Ils sont en train de vendre l'éducation. Ok, Dobosco, je rappelle que vous êtes de l'Observatoire indépendant de l'éducation, OIE. Nous allons tout à l'heure encore revenir à vous avec d'autres questions, mais signalons que ce dialogue communautaire, je l'ai rappelé, je l'ai évoqué dans mon introduction, se tient comme par coïncidence le 5 octobre, journée internationale dédiée aux enseignants. Le thème de cette année est les droits à l'éducation, c'est aussi les droits à un personnel enseignant qualifié. Ce thème a été choisi pour rappeler à la communauté internationale que les droits à l'éducation ne peuvent pas s'exercer sans les droits à des enseignants formés et qualifiés. Aujourd'hui encore, la pénurie d'enseignants est un problème persistant partout dans le monde. On estime que dans le monde, 264 millions d'enfants et de jeunes ne sont pas scolarisés. Pour réaliser les objectifs de l'agenda éducation 2030 d'un enseignant primaire et secondaire universel, le monde a besoin de recruter près de 69 millions de nouveaux enseignants. Mme Michela.
Et l'accès à l'éducation n'est rien si la formation n'est pas qualité. C'est une phrase qui revient souvent dans votre bouche, Jacques Chimbalanga, coordonnateur de la CONEP. Alors expliquez-nous un peu la relation qui existe entre accès et qualité et comment concrètement chez nous ici en République démocratique du Congo, on peut parvenir à une bonne qualité de formation alors que nous savons que l'enseignant est clochardisé, ses conditions socio-professionnelles laissent à désirer. Bien, c'est vrai, nous continuons à affirmer effectivement que l'accès à l'éducation n'est rien si l'éducation n'est pas de qualité. Mais qui doit faire en sorte que l'éducation soit une éducation de qualité? C'est l'homme par qui tous nous passons. Sous la barbe de qui nous passons? C'est l'enseignant. Et c'est lui qui est à l'honneur, en principe, aujourd'hui. C'est son jour. C'est le jour, justement, de célébrer l'enseignant. Ce magicien-là, qui, de rien, nous a appris à écrire. On est parti de rien, il nous apprend à parler, même la langue de Voltaire, une langue qui n'est pas connue dans notre pays, une langue que nous avons importée. Mais ce magicien-là, qui nous apprend aussi à apprendre correctement nos propres langues, le lingala, le chiluba, le swahili, que sais-je encore. Mais il est aujourd'hui dans quelles conditions? Nous ne pouvons pas, demain, espérer avoir des médecins performants, plus performants que les médecins qui ont été formés vers les années 70, 80, que notre pays a exporté partout à travers l'Afrique et qui donnent les meilleurs résultats si l'enseignant n'est pas mis dans de bonnes conditions pour travailler, si cet enseignant-là ne bénéficie pas d'une formation initiale, voire continue, de qualité. Malheureusement, c'est ça le problème. D'abord, le pays doit faire la réforme en ce qui concerne la formation des enseignants. Nous savons aujourd'hui, ceux qui sortent de nos institutions d'enseignement pédagogique, quelle qualité il y a, parce que ça se répercute sur les enfants qui ont des diplômes aujourd'hui. Je ne veux pas scandaliser les gens. Il y en a qui sont... le système éducatif produit encore des bons produits de qualité, mais il y a également beaucoup qui laissent à désirer. Nous n'avons qu'à voir la liesse qui entoure la publication des résultats d'examen d'État et nous en dirons quelque chose. Mais Jacques, je ne vous coupe pas la parole. Vous êtes issu des mouvements, vous êtes issu des syndicats. Absolument. Et j'ai encore le sang du syndicat. Quand on suit les revendications, l'accent est beaucoup mis sur l'argent, sur les primes, mais très peu sur la formation de cet enseignant. Pourquoi? Mais pourquoi l'accent est mis sur l'argent, la rémunération? Mais en réalité, parce qu'en fait, c'est le côté qui est le plus faiblement ressenti par l'enseignant. Écoutez, qu'est-ce que vous pouvez espérer d'un enseignant qui vit tout le mois avec moins de 90 $, alors qu'il paye une maison d'une chambre salon ou de 2 chambres salon à plus de 100 $? Même ce que payent les parents. Mon collègue ici, Serge, a parlé des confessions religieuses, mais les confessions religieuses nous déçoivent. Les confessions religieuses qui taxent l'éducation. Vous êtes dans une école, on vous dit dans tout ce que vous récoltez à l'école, 20% doit aller pour le cardinal. 20% doit aller pour un fonds créé par le cardinal. Déjà, c'est compliqué. Et qui plus est, ces fonds-là ne font presque rien. On ne voit pas les œuvres concrètes. Non, mais qu'on laisse les enseignants tranquilles un peu, qu'on laisse les parents également tranquilles. Mais en dehors de cela, il y a toute la clé de répartition qui va jusqu'au niveau des gouvernements provinciaux
et même nationales. Vous voulez dire Ça, vous voulez dire que ce que les parents versent dans les écoles, le gouvernement se retrouve dedans? Mais absolument, les parents payent l'argent même pour rémunérer les politiques. Et ça, c'est ce qu'on ne dit pas. L'argent qu'on verse, c'est comme ça que nous sommes d'accord aujourd'hui. Qu'il y ait une véritable table ronde de l'éducation pour qu'on nous dise, nous payons pour qui et pourquoi. C'est abusivement qu'on parle d'une prise en charge des enseignants. C'est abusivement, on dit prise en charge des enseignants par les parents. Nous continuons à dire, et nous le disons aujourd'hui, que c'est abusif. C'est pour ça que le maître mot aujourd'hui, pour nous, société civile, et je crois que c'est la majorité qui réclame que tout simplement, il y ait suppression des frais de scolarité dans nos écoles parce qu'il y a abus. L'enseignant n'en profite pas en réalité. Okay. Et ces conditions sociales ne font que s'empirer au jour le jour, malgré que les parents payent. Nous n'allons pas monopoliser la parole, nous qui sommes ici devant, parce que derrière nous aussi, il y a des collègues journalistes qui ont quelques questions à vous poser. Je demande à ce qu'on passe le micro derrière moi. Vous allez vous présenter votre organe et puis poser la question. Merci Benoît, c'est Théodore Ngando pour les comptes du journal Géopolis. Cordon, je reviens à vous. Tout à l'heure, vous avez parlé de la suppression de frais que les parents sont en train de payer aujourd'hui. Mais la CONEPT a toujours mené un plaidoyer. Le plaidoyer que vous appelez souvent plaidoyer pour la réforme du financement de l'éducation RDC. Où en êtes-vous avec ces plaidoyers aujourd'hui? Est-ce que le gouvernement a déjà donné des indications qu'il cherche aujourd'hui à répondre à ces plaidoyers? Où en êtes-vous aujourd'hui, Jacques Chimbala? Bien, je continue à dire d'abord, avant de continuer à dire, plutôt de dire ce que nous faisons par la suite, que la réclamation de la suppression des frais de scolarité payés par les ménages à l'école n'est pas seulement une revendication de la CONEPT, mais c'est un engagement que l'État lui-même a pris. Depuis 2010, l'État, et ça je le rappelle, à l'intention de tout le monde, à l'intention du public, et de tous les ministères qui gèrent l'éducation, et de tous les gouverneurs des provinces de notre pays. Nous avons 26 provinces, et bien, tous les gouverneurs sont au courant que depuis 2010, l'État, à travers le document de stratégie pour le développement de l'enseignement primaire et secondaire, a pris l'engagement, je dis bien depuis 2010, a pris l'engagement de supprimer progressivement les frais de scolarité jusqu'à leur élimination totale, je dis bien totale, pour l'année scolaire 2015-2016, n'est-ce pas? Nous sommes aujourd'hui en l'année 2018. En principe, la charge des parents, les parents devraient cesser de payer les frais de scolarité dans les écoles l'année 2016. Mais jusqu'aujourd'hui, on continue à demander cela aux parents. Et donc, je crois que là, je voulais justement rappeler que ce n'est pas seulement une demande de la CONEPT, un plaidoyer de la CONEPT, mais c'est aussi un engagement ferme pris par l'État lui-même, et nous demandons donc que les engagements soient respectés. Maintenant, on nous pose la question, mais où en sommes-nous avec la réforme du financement de l'éducation? Ceux qui doivent faire la réforme, c'est d'abord l'État, ceux qui dirigent, ça je le rappelle. Mais, comme vous le savez, le système éducatif aujourd'hui est géré sous mode partenarial. Chaque partenaire doit apporter sa pierre à l'édifice. Quand nous disons que les gens n'interprètent pas ça autrement, quand on dit que chaque partenaire doit apporter sa pierre à l'édifice, ce n'est pas pour que les parents continuent à payer les enseignants. La rémunération des enseignants, c'est la charge de l'État. Le fonctionnement des écoles, c'est la charge de l'État. Les évaluations, TENAFEP, examen d'État, c'est la charge de l'État. Ce n'est pas la charge des parents. On doit cesser de demander ça aux parents. Maintenant, si l'État, et comme nous le remarquons, nous avons nous avons des difficultés pour financer notre éducation, mais évidemment c'est une faiblesse qui vient du fait que déjà il y a une faible mobilisation des recettes. Il faut innover aujourd'hui dans le financement de l'éducation. Nous allons y arriver. Financement innovant. Okay. Nous allons y arriver. Je vais d'abord passer la parole à Irène, mais avant, une question à Serge Bondedi. Serge, que préconisez-vous à votre niveau pour amener le gouvernement, à l'heure d'aujourd'hui, à bien prendre en charge les enseignants?
Oui, merci beaucoup pour cette question capitale. Au cours de notre première édition de la campagne, nous avons effectivement effectué des études sur cette question. Comme le cordon vient de dire, la situation de notre enseignement est tributaire à la situation économico-sociale. Mais vous allez remarquer ensemble avec nous que c'est devenu presque une sorte de refrain. Le pays n'a pas d'argent, le pays n'a pas de moyens, le pays a ceci. Donc, les gens se cachent derrière ces refrains pour entretenir ce système de la prise en charge de l'éducation par les parents parce que ça procure du miel, mais en apportant des conséquences dramatiques. Alors, puisqu'il faut innover en termes de financement, nous avons dit, d'abord il fallait identifier les secteurs qui peuvent apporter des capitaux frais. Nous avons les secteurs de mines. Il vient y avoir récemment, je crois, la conférence minière, où le président de la République lui-même a dit que la population se repose sur une terre riche tout en étant pauvre. Et si vous lisez les rapports internationaux sur nos minéraux, vous allez voir que de multinationales se font de milliards de dollars alors que nous n'avons même pas des écoles dignes à côté de ce village-là. Il y a le domaine de l'environnement. Je crois que c'était l'année passée, il y a eu un grand débat autour du déviement des eaux de notre fleuve vers la partie Tchad. Les experts en environnement démontrent qu'il y a possibilité de vendre notre eau, mais au niveau de Banana, pour ne pas qu'il y ait de répercussions dans l'écosystème. Il faut qu'il y ait une coalition forte des acteurs de la société civile pour proposer des projets bancables, des projets innovateurs. Par exemple, dans la vente de l'eau. Tous les pays de l'Afrique de l'Ouest souffrent de l'eau. Si aujourd'hui la Régie des eaux peut mettre en place un projet de la vente de notre eau de manière légale, officielle, pour que le fruit de cet investissement-là soit déversé directement dans le secteur de l'éducation. Est-ce que c'est possible? Ils vont même vous écouter. Il faut un engagement. Est-ce qu'ils vont vous écouter? Et il faut une pression énorme. Et si on a ces capitaux, nous disons ceci. On peut ajouter 200, 300, 400 dans les salaires d'un enseignant. Si la situation globale, politique, il n'y a pas des avancées, ces salaires-là ne serviront à rien. Il faut identifier le problème qu'ont les enseignants. Et parmi ces problèmes, il y a le problème du logement. Donc, des projets innovateurs qui apportent des capitaux frais. Et ces capitaux doivent servir à des gros investissements. La problématique du logement, la problématique de la pension alimentaire. Il y a eu la méthode des enseignants, mais malheureusement avec beaucoup de couacs. Il faut des projets comme ça. C'est-à-dire, c'est comme en Asie. En Asie, les gens n'ont pas de gros salaires. Hein? Vous avez un salaire de 200 en Chine, mais vous payez une maison à 10 $. Ce qui fait qu'avec votre propre salaire, votre maigre salaire, entre guillemets, mais toutes les charges ne pèsent pas assez. Et si l'État prend ces propositions en termes de défis et une forte pression de la société civile, qu'il n'y ait plus de société civile politicienne, une forte pression, je crois que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, on peut récolter des résultats espérants. Serge Bondetti, il y a encore à boire, à manger dans cette société civile qui est devenue aujourd'hui colorée, opposition, société civile, majorité. Heureusement que jusque-là, quand on parle de la société civile de l'éducation, je ne sens pas encore de coloration. Parce que c'est l'éducation. Donc c'est que là, on peut se mettre d'accord que vous êtes tous unanimes pour changer les conditions de l'éducation des enfants congolais. Effectivement. Okay. Je tiens à rappeler qu'au mois de janvier ou février, si je ne m'abuse pas, aux assises de Dakar, le gouvernement, à travers le ministre Le PSP, a pris l'engagement d'augmenter, de revoir à la hausse les budgets de l'éducation pour l'amener à 23%. Mais nous savons tous que chaque fois que notre gouvernement, nos autorités promettent de faire quelque chose, prennent les engagements, soit au niveau national ou au niveau international, la mise en application ou l'exécution pose toujours problème. Je sens là-bas, on est en train de m'appuyer d'ailleurs par l'auditoire,
que ce que j'ai dit, c'est vrai, la mise en application des engagements, voter des lois, prendre des décisions, bien sûr. Mais nous savons, nous tous, que la mise en œuvre, la réalisation, la concrétisation pose problème chez nos autorités politiques. Mais je sais que la CONEP avait lancé au moins une étude où ils étaient en train de voir comment est-ce qu'on peut innover avec d'autres financements pour appuyer le secteur de l'éducation. Jacques Timbalanga, qu'en est-il de ces projets? Merci beaucoup, Benoît. Évidemment, lorsque on dit qu'il faut augmenter le financement de l'éducation, qu'il faut supprimer la prise en charge des enseignants par les parents, la réponse qui vient de l'État et même de certaines écoles et de certaines confessions religieuses, mais écoutez, on aura l'argent pour prendre en charge tout ce que ça demande. Mais depuis bientôt 4 mois, déjà, en fait, disons 5 mois, la Coalition nationale pour l'éducation pour tous, la CONEP RDC, a lancé une réflexion. Comme vous le savez, au niveau, il y a d'abord eu en 2015 une conférence sur l'éducation à Oslo, et ensuite une autre à Addis Abeba, et au mois de février ici, de cette année, il y a eu la conférence de Dakar sur le financement d'éducation et donc du partenariat mondial pour l'éducation. Dans toutes ces conférences, une chose est revenue, que si nos pays veulent accéder, atteindre les objectifs de l'éducation au niveau national, régional et mondial, à travers leur propre stratégie, à travers leur propre plan stratégique, mais également à travers l'ODD, l'objectif de développement durable 4, éducation 2030, ou le plan continental pour la stratégie continentale pour l'éducation pour le compte de l'Afrique. Tout le monde est tombé d'accord, y compris la RDC, que nous avons besoin encore de beaucoup d'argent. Et que, autre conviction partagée par tous les pays, y compris la RDC, que les fonds qui nous viennent de l'étranger, et donc c'était pour rappeler que les engagements on a pris, et tout le monde est convaincu, y compris le gouvernement de la RDC, qu'il faut plus d'argent pour l'éducation. Mais que, deuxième conviction que partage également le gouvernement de la RDC, que ce ne sont pas les fonds des partenaires extérieurs qui doivent développer l'éducation, mais c'est beaucoup plus le financement intérieur. Il y a de l'argent dans notre pays plus qu'ailleurs. Il faut seulement les mobiliser. Mais comment les mobiliser? Il faut innover dans le financement de l'éducation. Et pour justement innover dans le financement de l'éducation, la Coalition nationale de l'éducation pour tous, la CONEP RDC, veut et a fait le premier pas. Puisqu'en tant que partenaire éducatif, nous n'avons pas attendu que l'État fasse le premier pas, et nous voulons donc proposer une recette. Et cette recette, c'est le fruit de l'étude de base qui a été menée depuis 4 mois et qui a abouti aujourd'hui à un travail qui est finalisé sur le financement innovant de l'éducation en République démocratique du Congo. Des idées ont été développées, Serge a abordé déjà quelques-unes qui sont contenues dans cette étude. Et donc, l'étude est finalisée aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui dans la possibilité de proposer des orientations majeures sur où est-ce qu'on peut trouver de l'argent supplémentaire à verser dans le secteur de l'éducation pour qu'on ne se plaigne plus, que nous trouverons où l'argent pour payer les enseignants, que nous trouverons où l'argent pour donner au fonctionnement des écoles. Et donc, les résultats de ces idées-là, de cette étude-là, seront partagés avec le gouvernement, déjà, puisque nous avons déjà tenu une première réunion au niveau du secteur de l'éducation, mais également il faut partager avec la primature et d'autres secteurs. Et donc ces idées-là seront partagées lors du forum national, du forum politique national sur l'éducation que la CONEP va organiser le 15, le 16 et le 17 de ce mois, puisque nous voulons partager ça avec des gens qui viendraient également des provinces, parce qu'il ne s'agit pas de prendre les initiatives seulement au niveau national, il faut que ce soit partagé également au niveau des provinces, et donc nous voulons faire ce travail-là au niveau du forum. C'est bien suivi, Jacques Timbalanga, je sais que vous parlez beaucoup, la matière ne s'épuise pas dans votre bouche. Parlons maintenant santé des enseignants, controverse autour de la gestion de la mutuelle de santé des enseignants MSP. C'est depuis un certain temps que nous assistons à une guerre qui ne dit pas son nom entre les ministres de l'EPSP et le président du conseil d'administration de cette mutuelle.
Une question d'ailleurs qui divise les enseignants et leurs syndicats respectifs. À qui profite cette guerre? Serge, à vous la parole. À qui profite cette guerre? Je crois que ça sera les intérêts mesquins et politiques qui vont profiter de cette guerre au dos des enseignants. Mais nous avons approfondi la réflexion. Tout ceci, c'est parce que l'État est faible. C'est parce que l'enseignant, c'est la journée de l'enseignant. L'enseignant au Congo n'a pas un statut d'un agent public de l'État. Parce qu'on paye la fonction enseignante. Si l'enseignant était considéré comme agent à titre individuel, il allait bénéficier de tous les avantages dus au Code du travail, à la législation sociale. Parce que dans la législation sociale, il est prévu la Caisse nationale de sécurité sociale. Et si l'enseignant était considéré comme tel, dans son paiement, il allait avoir de l'argent en contrepartie d'un bulletin de paie. Et dans le bulletin de paie, son employeur ou par la Caisse nationale de sécurité sociale, qui était hier INSS, allait prendre en charge cette problématique de l'assurance santé. Merci. Irène Mankindou, vous avez une question. Eh bien, la question de la mutuelle de santé des enseignants aujourd'hui donne l'air d'une guerre à la Pyrrhus. D'une guerre à la Pyrrhus entre d'un côté le ministère et de l'autre côté l'ASBL, mutuelle de santé des enseignants. Évidemment, ils se disent mutuelle de santé des enseignants, une ASBL. Mais, comme on l'a dit ici, la guerre ne va pas profiter à l'enseignant parce que l'enseignant, par rapport à ses conditions sociales, a besoin d'avoir la quinine, a besoin que le paquet de soins qu'on attribue soit amélioré et aussi de qualité. L'enseignant en a besoin et l'enseignant n'a pas besoin de la guéguerre entre et le ministère et ceux qui gèrent la mutuelle. Cependant, si nous entrons là-dedans, les revendications des uns et des autres, parce que nous suivons quand même le débat, les revendications des uns et des autres sont fondées. Fondées pourquoi? Quand, d'un côté, certains syndicats disent que la mutuelle, c'est d'abord l'affaire des enseignants. C'est clair que ce sont les enseignants qui cotisent. Et ce sont eux les mutualistes. Mais aujourd'hui, à la mutuelle, il y a effectivement, c'est un fourre-tout aujourd'hui. Trop de politique là-dedans, au détriment, justement, de ceux qui cotisent. Ça, c'est de 1. De 2, il y a aussi une trop forte syndicalisation de la mutuelle. Je rappelle une chose, que la mutuelle n'est pas à confondre avec le syndicat. La mutuelle, ce sont les mutualistes, des gens qui cotisent. Ça n'a rien à voir avec le syndicat. Autant on déplore le fait qu'il y a politisation, autant nous déplorons le fait qu'il y a trop forte syndicalisation. Il faut laisser la mutuelle aux enseignants, aux mutualistes et réformer. Il faut qu'il y ait quand même une réforme. On ne peut pas bloquer la réforme de la mutuelle. Déjà, imaginez une chose, et ça je vais le révéler. Si on veut qu'une institution marche, une ASBL marche, il ne faut pas confondre entre un conseil d'administration et l'organe de gestion quotidienne. C'est ça justement le piège de la mutuelle de santé des enseignants aujourd'hui. Le président de la mutuelle est lui-même gestionnaire. Ce n'est pas normal. Donc ça veut dire que toi qui dois contrôler, c'est toi-même qui gères. Et ça, pour être résolu, il faut qu'il y ait une réforme des statuts de la mutuelle, mais ça doit se passer comment? Ça ne doit pas se passer comme dans une guerre à la Pyrrhus. Autre toi que je m'y mette, ça doit se passer en respectant les normes. Respecter les normes, ça veut dire respecter les textes. Parce qu'en fait, de la manière que l'on vient à la mutuelle, c'est de cette manière-là que l'on doit en sortir. Si cela doit se faire par une imposition politique,
demain vous en sortirez par une imposition politique. Mais si ça se passe par les élections en bonne et due forme, vous en sortirez par les élections en bonne et due forme. J'encourage les mutualistes à reprendre les choses en main. Je veux décourager les politiques et les syndicats à continuer à se battre parce que c'est l'enseignant qui perd dans ce cas-là. Okay. L'enseignant a besoin de la clinique pour améliorer le paquet de soins. Maintenant, la parole est par l'auditoire. C'est à vous maintenant, votre tour de vous exprimer. Il y aura des sortes d'interventions. 3 personnes vont nous dire ce qui se passe réellement à la cité. Et les 3 autres, nous voulons avoir vos propositions ou bien vos recommandations. Qu'est-ce que vous voulez? Oui, on commence avec messieurs devant moi. Vous présentez et puis vous exprimez. Et pour dire vrai, dans la Convention relative aux droits de l'enfant, dans son article 28, que notre État a ratifié en 1989, il est clair, comme la Constitution, dans son article 43, qui stipule que l'éducation primaire revêt le caractère obligatoire et gratuit. Mais qu'est-ce que nous avions constaté dans notre enquête? D'abord, cette hypothèse-là de la gratuité n'est pas effective. Les enfants payent des frais. Alors, par rapport aux arrêtés du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa, comme vous avez dit, vous avez étudié les arrêtés de 2012 à 2017. Il y a la tendance à la hausse chaque année, tant du côté du primaire, du secondaire et de l'enseignement technique. Vous allez voir, quelqu'un a parlé ici que les NAFEP ou bien les TENAFEP et l'examen d'État émargeaient du budget du gouvernement national. Je ne sais pas si cela émarge aussi du budget provincial, mais les parents continuent à payer au-delà de 75% des frais, des charges et des frais payés par les enseignants. Vous allez voir par exemple l'école verte assainie. Les écoles ne sont pas assainies, mais les parents payent des frais. Vous allez voir des rubriques comme la construction des infrastructures. Les enfants payent, mais ils ne sont pas. Vous allez voir l'appui au NTIC. Il n'y a pas des ordinateurs dans les écoles, mais on dit appui au NTIC. Quel NTIC? Pour ne pas monopoliser la parole, je sais qu'on était avec d'autres. Vous allez voir l'argent de l'hôtel de ville, les frais Kimbuta. L'hôtel de ville ne rétrocède pas aux écoles des frais de fonctionnement. Je donne une proposition. La prise en charge existe depuis presque 15 ans. Nous avons été dans les ateliers. Je me rappelle, en 1990, j'ai participé à une table ronde sur l'éducation. Nous avons réfléchi dans plusieurs ateliers, pas de solution. Et qu'est-ce que le commandant fait? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. L'état de droit n'existe pas. Nous pouvons prendre toutes les décisions ici. Qui va appliquer ça? C'est l'État. Alors, la proposition est la suivante. Que la société civile signe un pacte avec les candidats présidents de la République. Quelle société civile? Non, laissez-le parler quand même. En général, nous allons demander au candidat président de la République, celui qui est capable, quand il arrive au pouvoir, d'appliquer tel principe, nous allons mobiliser tous les enseignants du pays pour le voter. Comme ça, on va surveiller ce président-là, on lui donne 5 ans. S'il n'applique pas, et après 5 ans, sans l'enseignant, vous n'êtes rien. Ma proposition est celle-ci. Je demande à tous les enseignants de revenir des fonctionnaires comme un anglais qui a laissé des véhicules et des maisons. Vous n'êtes pas des fonctionnaires, vous êtes les journaliers. On vous paye au bout de la main. Quand un enseignant, mais moi qui ne suis pas enseignant,
Et ils viennent dans nos services, il y a les dames qui me connaissent ici, pour demander de l'aide. Oh, ta sœur, j'ai dit, nous ne sommes pas les enseignants. On verra, on arrive. Enseignants, monsieur le coordonnateur, je vous demande une chose, et les autres amis de l'Observatoire indépendant, n'est-ce pas? J'étais avec vos collègues du Gabon. Faites que les enseignants redeviennent des fonctionnaires avec un matricule, avec un compte en banque. Quand on passe, on dit que c'est un enseignant qui passe. J'ai dit, je vous remercie. Il y a les journaux de classe qui se vendent à 10 000 francs congolais. Un journal de classe. Et la tenue de gymnastique à 10 000 francs. ISLS. Hein? Non, les journaux de classe à 10 000 francs congolais, les journaux de classe. Ça signifie quoi, ISLL? Institut de Selemba ou littéraire, tout ça, je ne sais pas. Compliqué, hein? ISLS. Vers la rue Masuba. C'est là où étudie ma fille. Alors, le 7, nous serons en assemblée générale. Qu'est-ce que je peux faire? Je demande au coordonnateur. Moi, j'ai une proposition que j'ai faite, mais je demande à ce que la CONEP puisse me donner sa sagesse. Merci, c'est M. Victor Lundula, membre de la CDT. Je vais parler de la qualité de l'enseignant que M. Le Cordon l'a nommé aujourd'hui magicien. Merci Cordon. Merci aussi pour souvent c'est vous, chaque le 5 octobre, qui songez au moins à la journée de l'enseignant. Je vais parler de la qualité. Je suis enseignant. Aujourd'hui, pour arriver par exemple à payer les loyers, à payer les frais de mes enfants qui sont à l'université, je dois faire ce qu'on appelle le cumul. Vous avez aussi survolé la situation des écoles privées qui sont aujourd'hui par-ci par-là à Kinshasa et gérées par les politiciens, gérées par les inspecteurs, gérées par les députés. Moi, enseignant aujourd'hui, pour arriver à honorer le deux bouts de moi, je dois aller enseigner dans une école privée. Je commence de 7h30 à 17h. J'ai la clé à la main, je parle, j'enseigne et je rentre à la maison fatigué. Voyez-vous que la nuit, je vais tenir mon journal de classe, mon cahier de préparation, pour que demain matin je revienne et enseigner à l'école de l'État. Voilà là où les choses ne marchent pas. Payez-moi un bon salaire, je ne veux plus cumuler. Et la charge revient à l'État. Que l'État s'occupe de nous comme il se doit. Cette histoire de prise en charge des parents, n'a plus de valeur. Oui, à Gombe, on touche 300, 400, 500 $. Allez à Kimbanseke. Il y a des écoles qui se meurent du jour au jour. Il n'y a même pas la motivation. Vous venez à 7h, à 12h, on vous remet 2000 francs. On vous remet 1000 francs pour le transport. Et l'État ne vous attendez à rien. Je dis et je vous remercie. Oui, comme société civile, la matière est abondante, mais nous sommes limités dans les temps. Nous tenons maintenant à chuter en vous disant tout simplement merci pour avoir accepté à prendre activement part à ces dialogues communautaires. Et avant de clôturer complètement ces dialogues, au vu de tout ce qui a été émis comme point de vue par l'auditoire, j'aimerais que au moins chaque invité place un mot. Je commence par Serge. Quel est votre dernier mot? Félicitations plutôt, parce que le mot merci change un peu l'engagement social dans notre pays, surtout chez les politiciens. Donc félicitations à la CONEP pour cette action. C'est que moi je peux dire, quand je suivis papa, j'ai failli pleurer sur la cumul. Et ce que moi je peux dire, c'est appeler les uns et les autres à la responsabilité. Surtout nos amis des églises, avec les matéas, les enseignants dans les églises. L'enseignement qui fragilise l'homme congolais, il faut cesser. Aujourd'hui, vous jetez des fleurs au cordon, quand il est seul, il est vulnérable. Donc s'il n'est pas là, tout ce que nous décrions va continuer.
Nous avons besoin de l'implication de tous. Et le comité des parents aux écoles, dire que non, on n'a pas un problème de moyens, démissionner. Si vous n'avez pas de moyens, démissionnez. Il faut savoir tenir tête dans un combat. Sinon, vous démissionnez puis vous laissez la place aux autres. Merci. Ok, d'abord, Don Bosco de l'Observatoire. Ok, Jacques Timbalanga, coordonnateur de la CONET, votre dernier mot, brièvement s'il vous plaît. Bien, en ce jour du 5 octobre, j'aurai deux mots particulièrement. D'abord, concernant la thématique du jour, problématique des frais de scolarité payés par les ménages dans les écoles primaires et secondaires. Par rapport à cette question, j'aimerais que une très grande solidarité nationale se forme autour de cette question pour que nous obtenions une fois pour toutes. Je crois qu'il faut qu'on cesse avec cette habitude où les gouvernants s'engagent et pour mettre en œuvre, ça devient élastique, sans limite. Nous avons pris l'engagement de supprimer les frais de scolarité. La coalition nationale pour l'éducation pour tous invite toutes les organisations de la société civile à se mettre ensemble pour que, ensemble, nous exigions la suppression de ces frais de scolarité qui minent nos écoles. Deuxième chose, c'est la journée mondiale des enseignants. Nous avons tous aujourd'hui un chapeau bas envers ces magiciens qui nous ont formés, les enseignants, mais particulièrement en République démocratique du Congo. J'invite la nation entière à consacrer et à dire, pas seulement un mot, mais à inviter les décideurs. Vous avez peut-être un cousin qui est ministre, peut-être un cousin qui est décideur quelque part au Parlement. Écoutez, ces enseignants-là qui nous ont formés, aujourd'hui à l'Est, il y en a qui perdent leur vie. Nous avions eu 2, 3, 4 cas cette année même. Ils perdent leur vie parce qu'ils œuvrent dans une zone d'insécurité. Ce sont des héros. Ces héros, nous devons les honorer, pas seulement en disant que non, voilà, mais qu'il faut. Deuxième chose importante, nous invitons aussi la société entière à avoir une pensée pieuse envers ces enseignants qui ont perdu la vie parce qu'ils voulaient aller sur le terrain en tant qu'inspecteurs décapités au Kasaï central. Mais ces héros-là, ils sont des héros dans l'ombre. Ils œuvrent dans des conditions difficiles, dans des zones à risque. Et on les perd, personne ne dit mot, et leurs familles les perdent comme ça. Et 2 mois, 3 mois après, les noms disparaissent. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps de s'engager effectivement pour l'enseignant, pour améliorer ses conditions. Merci, merci à la CONET RDC. Félicitations à Jacques Timbalanga. Félicitations à l'Observatoire indépendant de l'éducation Yimae Young Men Association for Education avec Bondeti, Serge, École Eza Mombongote. Nous vous accompagnons. Tous les amis journalistes du réseau des professionnels de médias pour l'éducation pour tous, félicitations et merci pour votre présence.
les amis syndicalistes qui étaient là, syndicats des enseignants, associations des parents d'élèves, ONG diversifiées qui militent en faveur de l'éducation, nous vous remercions tous parce que vous avez usé de votre temps pour prendre part à ces dialogues communautaires. Merci à tous et à tout à l'heure. Nous allons encore nous retrouver. Les combats continuent en faveur de l'éducation. Merci.